innocents se retrouvent condamnés, puis sa vie à leurs doigts parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droit, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, une mission qui vous parle de droit. Il vous parle de droit. Injusticia est là pour vous informer de droit. Très heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission juridique. Et nous allons parler aujourd'hui sur les violences faites aux femmes et la législation avec comme invité Maître Stani Taka, qui est avocat à la Cour, ainsi qu'enseignant à l'université, enseignant de droit et consultant. Alors, Maître Stani Taka, je vous salue et bienvenue sur Injusticia. Merci, madame. Voilà, nous parlerons aujourd'hui sur les violences faites aux femmes et la législation. J'aimerais tout d'abord savoir qu'est-ce qu'une violence faite aux femmes? Merci, madame, pour la question. La violence faite aux femmes englobe d'emblée un ensemble d'actes violents et dirigés de manière individuelle ou collective contre les femmes. En d'autres termes, les actes infractionnels qui sont dirigés contre la femme ou les femmes, et les actes peuvent provenir, voyez-vous, d'une personne ou de plusieurs. Actes collectifs ou actes individuels. Mais d'emblée, la notion, la problématique des violences faites aux femmes est un phénomène international. Voyez-vous, est un phénomène international parce que le monde entier, partout dans le monde, avec l'évolution, la dynamique des sociétés, des civilisations, nous assistons à la recrudescence, voyez-vous, d'une typologie de violences qu'on appelle les violences faites aux femmes. Et pour ça, les Nations Unies font également une préoccupation par rapport aux actes de riposte contre cette internationalisation des violences faites aux femmes. Sur ce, quelles seraient les différentes formes de violences faites aux femmes? Oui, elles sont diversifiées. Voyez-vous, elles sont diversifiées. Les violences peuvent être également d'ordre physique, d'ordre moral. Les cas, par exemple, des mariages forcés. Mariage forcé est une forme de violence faite aux femmes. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi portant au code de la famille congolais a subi des innovations. Et on a éradié, on a éliminé les mariages de mineurs, parce qu'on les considère comme étant une forme de violence faite aux femmes. Deuxième élément de violence, deuxième exemple de violence faite aux femmes, les grossesses forcées. Il y a des personnes qui forcent, voyez-vous, les femmes ou les jeunes filles à porter les grossesses. Voyez-vous, les grossesses non désirées, les grossesses accompagnées de pressions, sont considérées comme étant des violences faites aux femmes. Et il y a également les avortements forcés. Avortement, faire avorter une femme de manière forcée et l'indiquer l'avorteur et lui maintenir de pression, voyez-vous, contre sa volonté est une forme de violence faite aux femmes. Violence sexuelle en elle-même, le viol, voyez-vous, est une forme de violence sexuelle. Il y a également trafic de femmes. Il y a des gens qui font trafic de femmes. Donc, ils achètent, entre guillemets, ils ont dans les transactions illicites pour également, moyennant des sommes d'argent, et récupérer un certain nombre de femmes et pour l'envoyer dans d'autres pays et pour des raisons non avouées, pour des raisons illicites. Et tout cela, ce sont de formes, typologies de violences faites aux femmes. J'aimerais savoir, est-ce que la violence faite aux femmes, ou soit la violence sexuelle, peut-elle exister
sans les contacts physiques? Violence sexuelle sans contact physique. Mais oui, mais parce que quand je parle de harcèlement par exemple, l'harcèlement sexuel est une forme de violence. L'harcèlement sexuel est une forme de violence, mais qui n'est pas physique. Vous comprenez? Le fait pour un homme est de faire des avances à la femme ou des compliments à la femme, et ces compliments-là deviennent répétitifs. Je peux vous complimenter, Madame Malaika, mais quand ces compliments deviennent répétitifs chaque fois que vous venez dans votre lieu de service, vous êtes toujours très bien habillé, je vous complimente répétitivement, ça peut indiquer également une forme d'harcèlement. Et également, beaucoup de personnes font des faveurs, sollicitent des faveurs aux femmes, moyennant également l'argent ou d'autres faveurs sur le plan professionnel et autres. Et mais cet harcèlement n'est pas seulement l'apanage des hommes, même aussi les femmes, voyez-vous, harcèlent les hommes, voyez-vous, tout cela entre dans le contexte des harcèlements. Mais j'aimerais également, madame, parce que vous m'avez posé là une question avant l'émission, est-ce que les images pornographiques qui sont envoyées, voyez-vous, une personne se filme et envoie ces images à une femme, par exemple, je vous envoie les images, mes images pornographiques, et cela constitue une forme d'harcèlement sexuel? Je disais oui. Oui, parce que quand je vous envoie le fait de se filmer, de se prendre des vidéos dans son appartement, dans sa chambre, voyez-vous, ne constitue pas une infraction en soi, voyez-vous. Mais le problème se pose au niveau de l'intention qu'on va faire, voyez-vous, de ces vidéos. Et si vous les diffusez, je vous envoie mes vidéos pornographiques, dans l'intention également de vous séduire. C'est une forme aussi d'harcèlement sexuel. Malheureusement, c'est une question sensible. Je sais que vous avez prévu une question là-dessus. Mais du moins, le fait de se prendre les images dans son appartement, dans sa chambre, ne constitue pas en soi, à moins qu'il soit contredit, ne constitue pas en soi une infraction. Mais la problématique maintenant, c'est l'usage de ces images. Voyez-vous, là nous entrons dans la cyberpornographie. Voyez-vous, vous photographiez, vous filmez, et dans l'intention d'envoyer ces images à une autre personne pour également chercher à la séduire. Ou carrément, vous prenez les images d'une vie intime, d'une vie de couple, les intimités, et vous les envoyez, voyez-vous, dans les réseaux sociaux. Et dans quelle intention? Et c'est là la problématique. Est-ce le fait d'envoyer ces images pornographiques à travers les réseaux sociaux? On est déjà dans la cybercriminalité. Vous le faites dans quelle intention? Alors là, on va y revenir. Peut-être on va toucher la problématique de l'attentat lapidaire, harcèlement, également atteinte à l'honneur et à la dignité. Globalement, ça peut faire cadrer dans les actes de violence sexuelle, madame. Voilà, maître, vous venez de nous parler de l'harcèlement sexuel fait aux hommes. Alors, comment est-ce que la violence sexuelle peut être... comment est-ce que les hommes peuvent être victimes de ces infractions? Pourtant, ils n'ont pas la même force. Un homme n'a pas la même force que la femme. Ah oui, merci parce que vous anticipez la question. J'aimerais faire un recul, voyez-vous, par rapport à la législation congolaise en la matière. Vous savez que le code pénal congolais et le code de procédure pénale congolais ont subi des innovations, des modifications par le fait de la loi de 2006, du 20 juillet 2006, qu'on appelle la loi sur les violences sexuelles. Et le code n'a pas été modifié dans toutes ses dispositions, mais particulièrement par rapport à l'infraction relative, voyez-vous,
à l'attentat à lapidaire et à l'infraction de viol. Attentat lapidaire et au viol. Donc, vous comprendrez que l'homme peut être également victime, voyez-vous, des actes de violence sexuelle, de viol par exemple. Et le fait pour une femme d'imposer, voyez-vous, le rapport intime à un homme sans son consentement, la femme tombe sous le coup de violences sexuelles. Voyez-vous. Deuxième élément, le fait aussi pour une femme qui serait auteur de viol ou de violence sexuelle, d'imposer à un homme de poser les actes sexuels en dehors des voies naturelles autorisées, constituerait également les actes de viol. Donc, le viol, ou globalement, violence sexuelle, parce que là, je fais allusion à l'attentat lapidaire et au viol, implique également des pressions ou l'absence de consentement. Donc, nous assistons actuellement dans notre société le fait pour certaines femmes d'imposer le rapport sexuel aux hommes, voire même aux mineurs. Une grande dame impose des rapports intimes à un mineur. Voyez-vous, cela constitue également les actes de viol. Peut-on parler de violences sexuelles dans un couple? Mais oui. Comment? Mais vous parlez d'un couple marié ou non marié? Oui, marié, oui. Marié? Mais même marié, même non marié, oui, les violences. Parce que, nous le disons, le fait d'être marié à un homme, à une femme, vous avez l'obligation, de par la loi, là je fais allusion à la loi portant code de la famille, consommer les mariages. La consommation du mariage signifie que les couples doivent vivre en intimité. Mais quand cela ne tienne, cela ne donne pas d'emblée le droit, voyez-vous, à l'homme d'imposer le rapport intime à la femme, quand bien même celle-ci est malade ou elle est fatiguée. Voyez-vous? Et il y a un phénomène, même pas seulement en RDC, même partout dans le monde, le phénomène de ce qu'on appelle la femme battue. Femme battue. Femme battue, c'est la femme qui vit en couple ou dans le mariage, mais qui subit un certain nombre de violences. Les violences peuvent être sexuelles. Ces violences peuvent être également liées aux coups et blessures, aux injures, aux insultes. Voyez-vous, il y a des femmes qui font l'objet de coups et blessures dans le mariage, dans le couple. Et celles d'autres, par contre, font l'objet de rapports intimes imposés et non consentis. Nous savons que la relation entre l'homme et la femme est basée sur l'amour, sur la confiance mutuelle. Mais quand le rapport intime devient imposé, là, on entre dans la bestialité, on entre dans l'animalité, et puis le sens de la sexualité est battu en brèche. Voilà, maître, j'aimerais également savoir comment prévenir les différentes sortes de violences faites aux femmes. C'est une question pertinente, madame, parce que nous vivons une société en perpétuelle mutation, une société dynamique où il y a beaucoup de facteurs qui concourent pour la recrudescence également des actes de violence, voyez-vous, dans le monde, également particulièrement dans le rapport entre hommes et femmes. Et les études ont été menées par des scientifiques et ils ont prouvé que la plupart, voyez-vous, la plupart des décès, ce qu'on appelle les crimes passionnels, entre le couple dans le mariage ou entre les copains, les amants, partout dans le monde, sont liés à plusieurs facteurs. Alors, le premier facteur, ou quand là j'entre dans les causes, le premier facteur, nous disons, c'est l'alcoolisme ou la prise de drogue. Voyez-vous,
l'alcool, la consommation excessive d'alcool et des drogues est un facteur déterminant dans les violences, voyez-vous, dans le couple ou dans le milieu, violences aussi faites aux femmes. Deuxième élément, deuxième facteur que les études ont prouvé, que la plupart des gens qui sont dans la pornographie, ou actuellement dans ce que vous appelez cyberpornographie, la plupart des gens, en RDC, même partout dans le monde, le phénomène de ce qu'on appelle la femme battue. Femme battue, c'est la femme qui vit en couple ou dans le mariage, mais qui subit un certain nombre de violences. Les violences peuvent être sexuelles. Ces violences peuvent être également liées aux coups et blessures, aux injures, aux insultes. Voyez-vous, il y a des femmes qui font l'objet de coups et blessures dans le mariage, dans le couple. Et celles d'autres, par contre, font l'objet de rapports intimes imposés et non consentis. Nous savons que la relation entre l'homme et la femme est basée sur l'amour, sur la confiance mutuelle. Mais quand le rapport intime devient imposé, là, on entre dans la bestialité, on entre dans l'animalité, et puis le sens de la sexualité est battu en brèche. Voilà la réponse à votre préoccupation. Voilà, maître, j'aimerais également savoir comment prévenir les différentes sortes de violences faites aux femmes. C'est une question pertinente, madame, parce que nous vivons une société en perpétuelle mutation, une société dynamique où il y a beaucoup de facteurs qui concourent pour la recrudescence également des actes de violence, voyez-vous, dans le monde, également particulièrement dans le rapport entre hommes et femmes. Et les études ont été menées par des scientifiques et ils ont prouvé que la plupart, voyez-vous, la plupart des décès, ce qu'on appelle les crimes passionnels, entre le couple dans le mariage ou entre les copains, les amants, partout dans le monde, sont liés à plusieurs facteurs. Alors, le premier facteur, ou quand là j'entre dans les causes, le premier facteur, nous disons, c'est l'alcoolisme ou la prise des drogues. Voyez-vous, l'alcool, la consommation excessive d'alcool et des drogues est un facteur déterminant dans les violences, voyez-vous, dans le couple ou dans le milieu, violences aussi faites aux femmes. Deuxième élément, deuxième facteur que les études ont prouvé, que la plupart des gens qui sont dans la pornographie, ou actuellement dans ce que vous appelez cyberpornographie, la plupart des gens qui se mettent à visualiser, à communiquer, à se faire filmer, voyez-vous, leur intimité, c'est aussi un élément déclencheur de violence sexuelle. Parce qu'il a été prouvé également que la plupart des cas de pédophilie, à travers le monde, de pédophilie, les criminels sont les habitués des films pornographiques et de ce qu'on appelle actuellement la cybercriminalité pornographique. C'est-à-dire, ils visualisent, ils envoient les images et avec la drogue et l'alcool, ça conditionne, voyez-vous, ce sont les éléments déclencheurs de leur criminalité à travers le monde. Donc, réduire les violences, éliminer les violences, oui, c'est un défi parce que vous le savez, c'est ce qui est mené par le pouvoir public. Là, je fais directement allusion, madame, à l'article 14 de notre Constitution, voyez-vous, qui fait allusion aux droits humains, aux libertés fondamentales, aux devoirs des citoyens envers l'État, qui dit que le pouvoir public doit mener les efforts pour éliminer toute forme de violence faite aux femmes. Le pouvoir public, ça c'est l'État à travers les institutions, etc., doit faire les efforts pour éliminer, c'est-à-dire maintenir ce qui a été fait parce qu'il y a la loi sur les violences sexuelles. Mais il faut également, hormis le cadre
légale qui existe dans la Constitution. Voyez-vous, partant de la Constitution et la loi organique, qui est la loi portant sur les violences sexuelles, dit qu'il y a une responsabilité de l'État, du pouvoir public, pour faire en sorte que les violences faites aux femmes soient éradiquées dans notre société. Mais j'aimerais chuter par rapport à cette préoccupation. Il faut reconnaître également, madame, l'effort des partenaires du développement de la République démocratique du Congo. Là, j'ai fait allusion aux agents des Nations Unies, voyez-vous, et à certaines organisations non gouvernementales internationales, et à la société civile, comme ici au Congo, les ONG, les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'enfant et des droits de la femme, qui mènent de manière synergique les efforts, voyez-vous, dans le processus de la lutte contre les violences faites aux femmes, et particulièrement les violences sexuelles. Voilà, maître, vous venez de nous parler tout à l'heure de la pédophilie. C'est quoi une pédophilie? Bon, la pédophilie, c'est une forme de criminalité qui consiste pour les personnes adultes, voyez-vous, et de satisfaire leurs besoins sexuels en rencontrant, en étant en contact avec les enfants avec des mineurs. C'est un phénomène ancien et c'est un phénomène international, bon, à l'échelle internationale, parce que la plupart des pays du monde font face au défi de la répression, de la lutte contre la pédophilie. Et la pédophilie actuellement, je vais ouvrir une parenthèse, madame, la pédophilie actuellement a un effet déclencheur. C'est l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication. Actuellement, la plupart des enfants, nos enfants, ont des téléphones Android. Et ils ont accès à l'Internet. Et ils ont accès également à des images pornographiques. Voyez-vous, ça c'est un problème, un défi pour la société. Parce que comment l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité peut avoir accès à des images obscènes? Et vous verrez dans la plupart des cas, un majeur peut envoyer aux mineurs les images pornographiques à travers les réseaux sociaux, à travers sa boîte email, etc. Et là, nous entrons dans la cyberpornographie ou la pédopornographie. Donc, vous envoyez les images obscènes à l'enfant dans l'intention d'avoir ses faveurs sexuelles, alors que l'enfant a une immaturité psychique, psychologique, voire même physique. Il n'a pas encore atteint l'âge de discernement, et le fait d'approcher l'enfant pour des rapports intimes, c'est vraiment prohibé. Voilà pourquoi la loi de 2006 sur les violences sexuelles met un accent particulier sur le fait d'avoir les rapports intimes avec une mineure ou un mineur sont interdits par la loi. Mais le phénomène actuel de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication est un fléau pour la société. Il faut qu'on mette un accent particulier dessus. Pourquoi? Parce que les enfants ont accès aux images. Et ces images certaines images proviennent des adultes. Voyez-vous, un majeur de 20 ans, 25 ans, 30 ans peut envoyer à une fille mineure de 12 ans, 13 ans, 15 ans. Mais si eux-mêmes, les mineurs sont consentantes, je ne vois pas pourquoi ce serait une infraction, maître. Non. C'est aussi un problème de consentement. Tout ça, nous entrons dans les violences sexuelles. Parce que vous me direz attentat lapidaire. Et certains diront peut-être non. On ne peut pas parler d'attentat lapidaire parce que la législation congolaise n'a pas encore incriminé les infractions sexuelles en utilisant les nouvelles technologies. Là, c'est un domaine encore beaucoup plus complexe. Je sais que les praticiens du droit qui ont des dossiers pendants sur les offices, ils savent comment procéder à la qualification, etc. Mais le problème demeure, c'est un problème sociétal. Voyez-vous, le droit est appelé à réglementer les normes de la société. Mais quand une mineure
de 12 ans, de 13 ans, a accès aux images pornographiques qui viennent à travers les nouvelles technologies, à travers l'Internet. Je vais vous choquer, madame. Je vais vous choquer. Nous étions commis à une étude pour passer en revue, pour analyser la problématique des violences sexuelles entre les mineurs. Je vais vous choquer. Il y a un pourcentage important que les violences sexuelles se pratiquent, voyez-vous, dans une proportion beaucoup plus inquiétante entre les mineurs. Là, quand on va discuter la question des droits de l'enfant, maintenant, la problématique de la répression par rapport, voyez-vous, au droit à la loi portant protection de l'enfant pose également problème. Donc, nous disons, les pouvoirs publics, l'État, par le truchement de ces institutions, doit veiller à ce que les enfants mineurs n'aient pas accès également à certaines informations, à certaines images, et que le parent doit veiller à ça. Parce que vous ne pouvez pas contrôler les enfants avec les téléphones. Et lorsqu'ils reçoivent les images pornographiques venant des adultes, est-ce que les parents ont accès au téléphone de leurs enfants? Voilà la problématique. Donc, il y a beaucoup d'éléments déclencheurs, beaucoup de facteurs qui participent également à l'émergence de cette nouvelle criminalité à travers l'utilisation de l'Internet et des nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication. Nous sommes toujours en train de parler sur les violences faites aux femmes et la législation, avec comme invité Maître Stanin Taka, qui est avocat à la Cour, enseignant à l'université, enseignant de droit, ainsi que consultant juridique, j'allais dire. Alors, Maître Stanin Taka, quelles sont les causes de violences faites aux femmes? Bon, les causes sont multiples. Les causes sont multiples. La loi dit que nul n'est censé ignorer la loi. Les causes sont multiples. Elles sont d'ordre social, elles sont d'ordre psychologique, elles sont d'ordre environnemental, d'ordre matériel. Bref, il y a plusieurs causes. Mais je dirais les causes profondes de violences faites aux femmes, on peut les retrouver toujours dans la communauté. Je vais vous faire une démarche. Actuellement, la plupart des habitations à Kinshasa, ou je dis par exemple ici à Kinshasa, les gens vivent une promiscuité des logements. La promiscuité des logements, c'est de vous trouver dans une parcelle, une maison, gamin, plus de 30, 40 personnes, voyez-vous, et qui habitent vraiment dans des conditions hygiéniques non requises. Donc, la promiscuité des logements peut être considérée comme étant une cause de violence sexuelle. Promiscuité des logements. Deuxième élément, la pauvreté des familles. La pauvreté des familles est l'une des causes de violence. Et vous trouverez dans la plupart des quartiers ici à Kinshasa, les enfants, les jeunes filles font la rue. Ils font la rue. Alors faire la rue, ce n'est pas la journée, faire la rue, c'est la nuit. Elles font la rue la nuit. Alors, quand ils sont dans la rue, quel type de partenaire que la femme, la jeune fille raconte la nuit? Dieu seul sait. Et deuxième élément, la prise actuelle d'alcool et de la drogue dans le milieu des jeunes. Filles ou garçons, la prise d'alcool et de la drogue a une incidence sur la criminalité. Une incidence sur la criminalité. Donc, vous trouverez les filles et les garçons, dans la plupart de nos quartiers, dans nos milieux, vivent la consommation excessive d'alcool et de la drogue. Or, il a été prouvé par les études que
l'alcool et la drogue a une incidence sur le comportement psychique et psychologique de la personne, débouche sur l'agressivité. Or, l'agressivité peut se déboucher également dans le rapport intime entre l'homme et la femme. Alors, la plupart des gens qu'on a arrêtés, qui sont en procédure devant les cours des tribunaux, affirment qu'ils ont posé les actes sous l'effet de la drogue ou de l'alcool. Donc, lorsqu'il n'a pas de manière ordinaire, la personne ne peut pas s'amener à poser les actes. Donc, ce sont les éléments déclencheurs ou l'influence de ces produits dans l'organisme. Et j'avais parlé de la pauvreté. Je sais que ce n'est pas seulement en RDC. L'Afrique, la plupart des pays africains vivent des contraintes, voyez-vous, du développement. Voyez-vous. Mais cela n'empêche que les parents, malgré la pauvreté, puissent également contraindre à l'éducation de leurs enfants ou à la garde de leurs enfants. Il y a un phénomène à Kinshasa, madame. Le phénomène, vous allez en parler dans la criminalité des mineurs. Il y a le phénomène de la prostitution des mineurs. Les mineurs qui se prostituent. Voyez-vous? Mais vous trouverez ces mineurs, j'ai dit des filles par exemple, elles sont des victimes récidivistes. Elles sont toujours victimes. Et hier ou 2 mois passés, il était devant le magistrat ou son juge naturel, juge pour enfants, pour une instruction. Et 3 mois après, la même fille revient. Donc, elle est toujours victime. Donc, victime à répétition. Il se pose un problème. Donc, il y a des phénomènes de la prostitution des enfants, mais même la loi dit, les rapports sexuels avec une mineure, même si la mineure avait consenti, constitue une infraction. Ce n'est pas le fait que vous l'avez trouvée dans la rue, ou la nuit dans un lieu obscur, où elle fait la prostitution, que vous devez aller avec. Donc, même si elle a consenti, même si elle est prostituée, quand vous sortez avec, vous tombez sous le coup de la loi. Donc, vous voulez dire que les consentements des mineurs ne comptent pas? Non. Les mineurs, on dit, les mineurs a une caractéristique de non-imputabilité. La minorité implique la non-imputabilité. C'est-à-dire à un certain âge, l'enfant n'a pas de qualité psychique, n'a pas le discernement. Pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Voyez-vous, l'enfant, la mineure peut être traînée par un adulte avec un consentement. Mais quel est le consentement? On dit les rapprochements intimes, sexuels avec une enfant mineure, même si elle a consenti, constitue une infraction. Parce que la mineure est caractérisée par la non-imputabilité. La minorité, c'est la non-imputabilité. Donc, les actes que la mineure pose ne sont pas également reconnus par la loi parce qu'elle est encore mineure. Elle n'a pas la maturité psychique, physique et psychologique pour faire une bonne appréciation des choses qui se présentent devant elle. Est-ce que les violences sexuelles faites sous l'effet de l'alcool doit toujours être constituée comme étant une infraction? Mais oui, mais que voulez-vous? Je vous ai dit que nul n'est censé ignorer la loi. Les actes de violence sexuelle, ce n'est pas seulement les viols, mais il y a aussi attentats à lapidaire qui sont globalisés par la loi de 2006 comme les actes de violence sexuelle. Mais la drogue, quand vous prenez la drogue, quand vous prenez l'alcool, c'est pour faire quoi? C'est pour inhiber la raison, inhiber vos facultés. Et vous savez, les gens qui posent les actes sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, voyez-vous, sous l'effet de la démence aussi, oui. La démence, c'est autre chose. La démence, c'est la folie. Là, ils peuvent entrer dans la non-imputabilité. Voyez-vous, les codes de non-imputabilité, il y a aussi la démence. Mais pour la prise d'alcool, de la drogue, pour les actes posés sous l'effet de l'alcool, de la bière ou de la drogue, là, peut-être le juge va apprécier si la personne peut bénéficier de circonstances atténuantes. Mais je vous dis que partout dans le monde, l'alcool et la drogue est un élément déclencheur de la criminalité. Donc le pouvoir public doit veiller, c'est pas à réglementer ce secteur. Et lorsque les enfants, même mineurs, prennent les alcools forts, les drogues, donc la société va continuer à vivre toujours une délinquance récurrente dans notre communauté. Voilà.
Est-ce que la tenue vestimentaire peut être un élément déclencheur des dites violences? Je souris un peu, madame, parce que je me souviens, par rapport à votre question, de la notion de la victime provocatrice en criminalistique. La théorie de la victime provocatrice. Parce qu'il a été développé une théorie que la victime elle-même peut participer à l'infraction qui la victimise. Donc la théorie de la victime provocatrice. Alors, parler de l'habillement, de l'accoutrement comme un élément déclencheur de violences sexuelles, là, je reste un peu plus sceptique parce que l'accoutrement, actuellement dans le monde moderne, est relativisé. Voyez-vous, est relativisé. Même le pays, entre guillemets, le pays qui était gardien des cultures traditionnelles où l'habillement de la femme doit être contrôlé, couvert du pied jusqu'à la tête, il commence également à se relâcher, à relativiser l'accoutrement par rapport à l'évolution, parce que nous vivons dans une mondialisation. Alors, vous demandez à l'enfant de porter ce que vous voulez, parce que vous gardez une certaine moralité, cette dignité, oui, d'accord. Mais face à la réalité, face à l'influence de l'environnement, vous ne saurez pas la contenir. Donc, je disais, la victime elle-même peut participer à l'infraction qui la victimise. C'est la théorie de la victime provocatrice. Dans la plupart des cas, on a compris que les victimes, dans les cas de violences sexuelles par exemple, les victimes elles-mêmes, dans certains cas, je ne dis pas dans tous les cas, les victimes elles-mêmes ont eu, par leur comportement, par leurs actes, à participer à l'infraction qui les victimise. Nous avons parlé ici des jeunes filles qui font la rue la nuit. Elles se mettent dans des lieux isolés la nuit pour chercher les partenaires. Et sachant que ces milieux sont également fréquentés par des criminels, par des bandits, etc. Donc nous disons, une femme qui expose la nuit vers les heures tardives, dans les milieux isolés, peut, par son comportement, par son attitude, participer. Bon, qu'est-ce que vous faites dans un milieu isolé la nuit? Dans l'obscurité. Ah là, si vous êtes agressé, et je sais que l'agression n'est pas autorisée, mais par votre comportement, parce que si vous êtes dans votre maison, dans votre appartement, dans votre parcelle, personne ne viendra. Peut-être qu'il y a des cas qui se font, mais ce sont des cas rares. Mais vous, par votre comportement, vous vous isolez dans l'obscurité et vous pouvez également être, pas auteur, mais participer d'une manière ou d'une autre à votre victimisation. Mais l'accoutrement, nous sommes africains, nous sommes en RDC, nous sommes africains. Il y a quand même la moralité publique qui l'exige. Voyez-vous? Mais quand on parle de l'attentat lapidaire, mais la loi définit de manière aussi vague attentat lapidaire, il dit tout acte qui porte atteinte aux bonnes mœurs. Mais les bonnes mœurs, c'est quoi en soi? La loi aussi ne les définit pas clairement. Les bonnes mœurs, donc, c'est toute attitude qui est considérée comme gardien de la moralité publique. Donc, l'accoutrement, qui n'est pas commode, n'est pas toujours cause de l'agression. Tu ne peux pas être agressé parce que tu t'es habillé de manière sexuelle, etc. Mais nous demandons qu'il y ait quand même une moralité publique, une moralité, la tenue morale. Quand vous êtes bien habillé, madame, ce n'est pas un harcèlement. Hein? Merci, oui. Je l'ai fait de manière isolée. Donc, nous disons, la moralité publique, les mœurs exigent que la femme s'habille de manière décente pour être à l'abri de tout acte d'agression sexuelle. Quelles seront alors les conséquences de violences faites à la femme à l'égard de la victime et à l'égard de sa famille biologique, ainsi qu'à l'égard de l'auteur de cette infraction? Mais c'est clair, il y a une loi sur les violences sexuelles, la loi qui a modifié le code pénal congolais et le code de procédure pénale. L'auteur doit répondre devant la justice de ses actes, voyez-vous, et la victime doit être protégée. La victime doit être protégée et la victime doit être assistée. Je parle de l'auteur d'abord. L'auteur d'abord, parce que les innovations qu'ont subi le code de procédure pénale relatives à la célérité qu'elle doit requérir,
voyez-vous, la procédure des infractions de violence sexuelle. Lorsque une autorité judiciaire, le cas des OPJ, sont saisis d'une infraction de violence sexuelle, ils ont un délai requis qui ne peut pas franchir, un délai de 24 heures pour que l'OPJ puisse transférer les dossiers devant l'officier du ministère public du ressort, voyez-vous, qui est son autorité. Il doit les transférer dans 48 heures. Et là également, l'instruction doit prendre au moins 1 mois. Donc l'instruction et le prononcé du jugement ne peut pas dépasser 3 mois. Donc la loi est rigoureuse là-dessus pour permettre à ce que les victimes de violences sexuelles puissent être prises en charge sur le plan judiciaire. Elles doivent être prises en charge par la célérité de la procédure. Également, quand on est dans le juge ou le magistrat instructeur peut requérir également l'expertise d'un médecin ou d'un psychologue pour évaluer voyez-vous, le préjudice subi par la victime. Et tout ça s'est fait de manière dans une célérité telle qu'elle exige la loi de 2006 sur les violences sexuelles. Et cette loi, comme je viens de le dire, a apporté les innovations, même sous la procédure, la manière dont l'enquête doit être diligentée, la manière dont l'instruction doit être faite, la manière dont le juge doit prononcer le jugement, tout doit être fait dans un délai de 3 mois qui ne peut pas être franchi parce qu'on veille sur cette question. Voilà, Maître Stani, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Quel peut être votre résumé au Lingala? Bon, à Lingala, nous, Tolobi Boye, le monde des arts a évolué. Société et comme beaucoup de plus en plus dynamique. Dynamique, c'est-à-dire que le monde est allé kokutanisa ba comportement bizaleli ba posa mususu ebele, et ce qui fait que mokili est commis na recul. Il y a ba valeur morale au tubela hikala. C'est-à-dire komemia muninga komemia mwasi ko pe sans autre mwasi le kumu ko pe sans autre mwasi dignité ko respecter ba valeur nyo sotoyeba hikala, et comme ko zo recul et comme ko zo mwa sima face na dynamique à société, face na makambo epele oyo mokiliza komona lelo. Mais tolobi boye ozala elenge mobali, ozala papa, ozala mukolo, okoki jamais ko porte ko pesa mbata ko senga nzoto ya mwasi na makasi, et puis ko sala ye avance les adrateurs, avance les alliés, côté la pression, on trouve bien harcèlement, côté la pression pour aille bako kutanayo na ndenge ya nzoto. Et puis il y a misatu, ou mibale misatu. Sexualité est comme chosifiée dans la société nabiso. Nous parlons toujours que la sexualité est des valeurs, ça inclut une certaine intimité. Quand on dit intimité, dit secret, dit respect, dit dignité. Mais aujourd'hui, on a l'élo et que nous autres ya mutu, ezala mwasi za mobali, et comme komona na batunyoso, et comme koleka na ba internet, ezali susu malamu penza mingité. Et puis tozala kamusu amibale. Bato bazo sala makambo wana. Oyo aza ko publier ba image ya ndeko mwasi ya ndeko mobali. Baza ko wanga na ke bango te. Bango ba ibi makambo wana te. Mutu mususu mona sala kyango. Yango toza ko senga ba konzi. Ezala ba tuna nde ba parlementaire, législateur. Ba mekali susu ko sala mibeko pour que to kotisa makambo etali internet na ba crime ba infraction salema na nzela internet o eza ko porter atteinte na lokumu ya mwasi na lokumu ya mobali na lokumu ya société na ba valeur ya société ba leka ko tia mibeko bisika wana pour que mukundi ekende pona kosukisa bobundi comme violence na mboka na biso ezali na mbulamatari, c'est-à-dire que bakonzi ya mboka
agence des Nations Unies, organisation non gouvernementale, société civile, bazali kobunda banda kala pona kobundisa bizali liwana ya mabe, mais nakanisi République démocratique du Congo na tango oyo ezali ba effort belé, il faut reconnaître, ezali à niveau ya mibeko partant la constitution, partant de la loi sur les violences sexuelles, ezali à niveau ya action où ezali ko se mener sur le terrain, ko zo en charge les victimes, ko traquer auteur, ko punir bango, donc nous surtout wana ezali ba effort ezo salema en synergie pour na ko meka ko bundisa infraction so wana to buti ko lobalela. Mais moi si azali il faut azana le kumunae parce que azali partenaire à la société, ba droit na fait la protéger, la sauvegarder ndé to ko kende pour na développement ya mboka na biso. Merci maître Stani Taka, merci d'avoir répondu à mon invitation et de participer à Injusticia. Je vous remercie. Et voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous avons eu à parler sur les violences faites aux femmes et la législation avec comme invité maître Stani Taka, avocat à la cour, consultant et enseignant de droit. Alors, je n'oublie pas de remercier mon équipe technique. C'était Injusticia avec Adams Malaika. Ciao. Innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit.